Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 1er, sommaire, définition générale et préliminaire de l'âme. L'âme est l'achèvement ou l'entéléchie première d'un corps formé par la nature et doué de tous les organes nécessaires à la vie. Elle est la forme et l'essence du corps. Conséquence de cette définition, l'âme n'est pas séparée du corps, mais elle y est peut-être comme le passager dans le vaisseau. Jusqu'à présent, nous avons exposé les opinions que nos prédécesseurs nous ont transmises sur l'âme. Maintenant, revenons sur nos pas comme pour reprendre notre point de départ et essayons de définir ce qu'est l'âme et d'en donner la notion la plus générale possible. Nous disons d'abord que la substance est un genre particulier des êtres et que dans la substance il faut distinguer en premier lieu la matière, c'est-à-dire ce qui n'est pas par soi-même telle chose spéciale, puis ensuite la forme et l'espèce, et c'est d'après elle que la chose est dénommée spécialement, et en troisième lieu le composé qui résulte de ces deux premiers éléments. La matière est une simple puissance, l'espèce est réalité parfaite, entéléchie, et l'entéléchie, en grec entelecheia, doit s'entendre de deux façons. C'est ou comme la science qui peut connaître, ou comme l'observation qui connaît. Ce sont les corps surtout qui semblent être des substances, et particulièrement les corps naturels, qui sont en effet les principes des autres corps. Parmi les corps naturels, les uns ont la vie, les autres ne l'ont pas. Et nous entendons par la vie ces trois faits, se nourrir par soi-même, se développer et périr. Ainsi, tout corps naturel doué de la vie est substance, mais substance composée, comme on vient de dire. Puisque le corps est de telle façon particulière et que par exemple il a la vie, le corps ne saurait être âme, car le corps n'est pas une des choses qui puissent être attribuées à un sujet. Il remplit bien plutôt lui-même le rôle de sujet et de matière. Donc nécessairement, l'âme ne peut être substance que comme forme d'un corps naturel qui a la vie en puissance. Mais la substance est une réalité parfaite, une entéléchie. L'âme est donc l'entéléchie du corps, tel que nous venons de le définir. Mais entéléchie a deux sens, selon qu'on la considère ou comme la science ou comme l'observation. On peut la considérer comme la science évidemment, car dans la vie de l'âme, il y a aussi sommeil et réveil. Or la veille répond à l'observation, tandis que le sommeil représente une simple faculté qu'on possède et qui reste sans action. Mais la science est pour un même objet antérieure par génération. Donc l'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel qui a la vie en puissance. Il faut entendre d'un corps qui est organique. Ainsi, les parties mêmes des plantes sont des organes, mais des organes excessivement simples comme le pétale qui est l'enveloppe du péricarpe et le péricarpe qui est l'enveloppe du fruit. Les racines répondent à la bouche car ces deux parties prennent également la nourriture. Si donc on veut quelques définitions communes à toute espèce d'âme, il faut dire que l'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel organique. On voit par là qu'il ne faut pas chercher si le corps et l'âme sont une seule et même chose, pas plus qu'il ne faut chercher si la cire et la figure qu'elle reçoit sont identiques. Pas plus qu'en général, on ne doit demander si la matière de chaque objet est la même chose que ce dont elle est la matière. Car l'un est l'être ayant plusieurs sens, le sens dans lequel on doit proprement les entendre est la réalité parfaite, l'entéléchie. Nous avons donc exposé d'une manière toute générale ce qu'est l'âme. Elle est l'essence que conçoit la raison. Mais l'essence, pour un corps quelconque, c'est d'être ce qu'il est. Et par exemple, si l'un des instruments dont nous nous servons pouvait être un corps naturel, et ainsi une hache, l'essence de la hache serait d'être hache, et ce serait là son âme. Car cette essence, une fois enlevée, il n'y a plus de hache, si ce n'est par simple homonymie. Mais ici, nous parlons de hache, et l'âme n'est pas l'essence et la notion d'un corps tel que la hache.
Elle est la notion seulement d'un corps naturel ayant en lui-même le principe du mouvement et du repos. On peut encore appliquer ceci aux parties de l'être animé. Si l'œil était l'animal, l'âme de l'animal serait aussi sa vue, car la vue est rationnellement l'essence de l'âme. Mais l'œil est la matière de la vue. Et la vue venant à manquer, il n'y a plus d'œil, si ce n'est par homonymie, comme on appelle œil un œil de pierre ou un œil en peinture. Il faut aussi appliquer ce qui est dit d'une partie du corps seulement au corps vivant tout entier, car l'analogie d'une partie à une partie se retrouve pour la sensibilité tout entière relativement au corps entier qui sent en tant qu'il est sensible. Or ce n'est pas ce qui a perdu l'âme qui est en puissance l'être capable de vivre, mais c'est au contraire ce qui la possède. La semence et le fruit ne sont tels corps qu'en puissance. De même donc que la faculté de couper est l'essence de la hache, et que la vision est l'essence de l'œil, de même la veille est une réalité parfaite, une entéléchie, et l'âme est comme la vue et comme la puissance de l'instrument. Le corps n'est que ce qui est en puissance, et de même que l'œil est à la fois la pupille et la vue, de même aussi l'âme et le corps sont ici l'animal. Il est donc clair que l'âme n'est pas séparée du corps, non plus qu'aucune de ses parties, si toutefois l'âme est divisée en parties, car il peut y avoir réalité parfaite, entéléchie même de certaines parties. Mais certes, rien n'empêche que quelques autres ne soient séparées, parce que ces parties ne sont les réalités parfaites, les entéléchies d'aucun corps. Mais ce qui reste obscur encore, c'est de savoir si l'âme est la réalité parfaite, l'entéléchie du corps, comme le passager est l'âme du vaisseau. Tout ce qui a été dit jusqu'ici de l'âme ne doit guère être pris que comme une simple esquisse.